C'était le roi d'un minuscule royaume. Il a à peine plus de 20 ans lorsqu'il entreprend de réaliser le rêve le plus long de l'histoire, réunir l'Orient et l'Occident. Génie politique et militaire, il conquiert le plus grand empire du moment qui s'étendait jusqu'aux confins de l'Inde. En 13 années, il impose une nouvelle vision du monde. C'était il y a 2300 ans. Son nom, Alexandre le Grand. Depuis des milliers d'années qu'elle baigne dans la lumière méditerranéenne, l'Acropole, manifestation suprême de la beauté pour les Grecs, interpelle Athènes et le monde. Alexandre le Grand, qui a contribué au rayonnement de l'hellénisme, n'était pas citoyen de la ville. Pourtant, chaque été, au pied de ce rocher, des théâtres d'ombre, sous le regard fasciné des enfants, proposent des spectacles inspirés de ces légendes. Comme celle où il se débarrasse après un long combat d'un python géant qui terrorise les habitants. De l'Atlantique au Pacifique, ces exploits ont imprégné la culture et la mémoire collective de nombreux peuples. L'homme, le soldat, le politique, regardait loin, regardait haut, comme s'il était la proie d'un rêve. Il surgit dans l'arène du monde en 356 avant notre ère, en Macédoine, à 500 km d'Athènes, alors capitale de la Grèce antique. Précisément à Pella, au nord du mont Olympe, terre d'élection des dieux. Une vallée vouée depuis toujours aux chevaux et dont les habitants aujourd'hui pourraient bien être les descendants d'Alexandre et de ses cavaliers. À sa naissance, ce fils de roi reçoit dans son berceau le royaume de Macédoine, autour duquel son père, Philippe II, avait rassemblé un monde grec ravagé par des guerres entre cités. Un monde d'une extraordinaire fécondité artistique et intellectuelle, rayonnant d'intelligence et de beauté qui enfantera la civilisation occidentale. Le royaume était petit, l'ambition d'Alexandre immense. Avec l'élan donné par son père, ils lui suffiront pour porter au plus haut et au plus loin la pensée grecque. Son génie est servi par de fulgurantes intuitions politiques et stratégiques. Ces simples soldats qui festoient avec des nobles donnent une des clés de la supériorité militaire d'Alexandre. Dans une époque où les professionnels de la guerre n'existaient pas, il avait constitué une armée permanente, une véritable troupe de métier.
L'avantage était considérable sur des adversaires qui avaient pour habitude d'armer des paysans qui retournaient à leur récolte, la guerre terminée. Mais cette fresque nous apprend autre chose de ces soldats. La taille démesurée de leurs lances, les fameuses sarisses. Non seulement elles étaient plus longues que celles de leurs adversaires, mais surtout la manière dont Alexandre et son père avaient imaginé de les manier dans les combats rapprochés assurait aux guerriers grecs un avantage décisif. Le professeur Minor Markel a reconstitué comment l'infanterie macédonienne utilisait ces fameuses sarisses. La démonstration est faite avec des lances exactement identiques à celles utilisées dans l'Antiquité. Elles mesurent 5,50 m et pèsent 6,20 kg. That's good. Parallel with the ground. Good. That's very good. Non, ce n'est pas difficile de bouger, de passer d'un côté à l'autre. C'est facile de la garder ici. C'est pour qu'ils soient plus mobiles que le père d'Alexandre eut l'idée de doter ses fantassins de sarisses, ce qui permettait de les alléger de leurs lourds boucliers de bronze. Dans l'Antiquité, il n'a été possible d'équiper l'armée de sarisses que lorsque Philippe II, le père d'Alexandre le Grand, a recruté une infanterie professionnelle. Les hommes étaient enrôlés pour servir 12 mois sur 12. Ainsi étaient-ils parfaitement aguerris au maniement de la sarisse, dont la maîtrise exigeait un entraînement suivi. Les troupes étaient formées en phalanges de 50 soldats. Cette conception inspirera plus tard la stratégie romaine. Il est important que les 4 premiers rangs, les rangs 1, 2, 3 et 4, maintiennent leurs sarisses à niveau de manière à ce que chacun d'eux puisse atteindre le rang d'en face. Ensuite, les rangs de derrière tiennent leurs sarisses en l'air, en diagonale, jusqu'à ce que le soldat de devant tombe. À ce moment-là, ils avancent et abaissent leurs sarisses. C'était bien pensé, parce que l'ennemi était sans cesse confronté à une haie de pointe aussi bien frontalement qu'en arrière. C'était inquiétant et pouvait être mortel, car il n'y avait pas de possibilité de percer les rangs adverses. Grâce à son infanterie professionnelle et ses sarisses, à sa parfaite maîtrise d'une stratégie nouvelle de combat, Alexandre disposait d'un appareil militaire décisif. Restait à se lancer en campagne. Cette mosaïque le représente jeune, s'apprêtant à attaquer un fauve. Adolescent, il aurait réussi, seul, à dompter Bucéphale, un cheval sauvage qui rentrera avec lui dans la légende. Près de lui, Aristote, le philosophe chargé de lui enseigner une pensée grecque engagée depuis 3 siècles dans une aventure intellectuelle unique. Pour les Grecs, le monde entier se résumait à la Grèce, l'Égypte et l'Asie, aux confins de laquelle se trouvait l'Inde. Alexandre avait la conviction qu'il devait rendre toute terre habitable sujette à une même raison, et tous les hommes citoyens d'un même État et d'un même gouvernement. Bref, il se sentait investi de porter la civilisation grecque jusqu'aux terres les plus éloignées. Avant de s'engager, il entreprend de consolider le pouvoir hérité de son père. Il regroupe autour de lui les cités grecques, menacées par l'expansionnisme perse, affaiblies par leur division et vulnérables du fait de leur dispersion. Conquises par sa vision, elles le chargent de libérer leur sœur d'Asie mineure, alors sous domination perse. À ce moment de l'histoire, une grande partie de l'Asie, est sous l'influence d'un empire perse puissant. À l'échelle de ce territoire immense,
tout y est gigantesque. Cette statue, représentant Lamassu, un taureau ailé à tête d'homme, est haute de 7 mètres. Elle semble garder Persépolis, capitale de cet empire, qui exerçait sur les petites cités grecques à la fois fascination et crainte. Impressionnant aussi, l'escalier monumental qui conduisait au palais de l'Apadana, assez vaste pour contenir 100 000 personnes, sans compter les 10 000 immortels qui formaient la garde impériale d'un souverain qui exerçait un mode de gouvernement autocratique bien différent de celui de la Grèce démocratique. Darius III, monarque absolu, roi des rois, dirigeait en effet son empire d'une poigne de fer dont la puissance résidait dans la richesse de ses vassaux, les 23 provinces de l'empire perse. Parmi eux, les Scythes, de redoutables guerriers nomades, constituaient sa cavalerie. L'Inde apportait son or, l'Éthiopie son ivoire. Il manquait à l'Empire perse cette Grèce convoitée depuis toujours, véritable obsession chez Darius. Par 2 fois, les Perses avaient vainement tenté de l'envahir. Les Grecs, de leur côté, voulaient étancher leur soif de représailles, entretenue par le souvenir des cités grecques d'Asie mineure, la Turquie d'aujourd'hui, tombée entre les mains perses. Ils méprisaient les Perses, qu'ils comparaient aux centaures, créatures moitié homme, moitié cheval, qui représentaient dans l'imaginaire grec l'homme incomplètement délivré de ses origines animales. L'appel d'Alexandre est reçu dans tout le monde grec avec ferveur. Il peut se lancer dans une des trajectoires les plus éblouissantes jamais envisagées par un homme. Elle fera de lui un demi-dieu. Nous connaissons cette chevauchée grandiose par la relation qu'en a faite, au IIe siècle de notre ère, un chroniqueur, l'historien grec Arien, dans l'Anabase. Il s'est inspiré des comptes rendus des généraux d'Alexandre. Arien relate, peut-être avec complaisance, les conquêtes d'Alexandre. Il le crédite de la volonté d'anéantir l'oligarchie pour mettre en place la démocratie. L'épopée mythique débute au printemps 334. Alexandre franchit le détroit des Dardanelles qui sépare l'Europe de l'Asie avec 180 bateaux. Le fameux passage est gardé par Troie, ville où mourut Achille. Nourri par l'Iliade et l'Odyssée, Alexandre s'agenouille sur son tombeau. La campagne de libération des cités grecques peut s'engager. Il avance avec ses 37 000 hommes vers les berges du Granique. L'armée perse l'attend de l'autre côté du fleuve. C'est la première grande bataille d'Alexandre. Nous sommes en mai 334, c'est l'heure de vérité. Ces fantassins doivent, comme s'y attendent les Perses, traverser le fleuve en s'exposant à leurs flèches. Ils décident de les surprendre en faisant donner la cavalerie. L'impétuosité de la charge déroute l'adversaire. C'est la confusion dans leurs rangs. Alexandre, après avoir réussi à franchir le fleuve sous les flèches des archers ennemis, enfonce les lignes adverses. Dans la mêlée, il échappe de justesse à la mort. L'issue de la bataille demeure longtemps incertaine, mais les Perses, acculés au pied des collines, abandonnent le terrain.
Cette première victoire assure aux Grecs la possession de l'Ionie, l'Anatolie d'aujourd'hui, et leur ouvre toutes grandes les portes de l'Asie mineure. Tandis qu'Alexandre s'enfonce plus avant et multiplie les conquêtes, il découvre peu à peu un monde bien loin des idées reçues en Grèce. Il rencontre des populations qui atteignent des degrés de raffinement inconnus des Grecs eux-mêmes. Il s'interroge. Et si cet empire n'était pas ce monde barbare qu'on lui avait enseigné? Il a l'intuition que l'impérium perse repose sur autre chose que la force. Tomris Bakir dirige les fouilles sur le site turc de Dasilium, où siégeait le gouvernement perse de la région. Elle pense que c'est probablement ici qu'Alexandre a découvert l'existence du système novateur de communication et d'échange perse. Un profond réseau qui reliait toute la région à Persépolis, capitale de l'Empire. À la base de ce système, la confiance dans l'usage du sceau apposé sur les courriers pour les sceller et authentifier son expéditeur. On en a retrouvé plusieurs centaines dans les ruines de Dasilium. Ces sceaux, au nombre de 500, attestent des liens étroits entre la capitale, Persépolis, et les États annexés. Les gouverneurs des nations asservies échangeaient fréquemment des informations avec le roi de Perse. Gouverner efficacement l'immense empire perse et ses 23 provinces exigeait un système de communication efficace, des correspondances et des échanges suivis. Cela réclamait aussi une administration efficace. Dans chaque province, elle était placée sous l'autorité d'un représentant du roi, le satrape. Ce qui remontait vers le monarque relevait aussi bien du recouvrement des impôts et de l'application des lois que des renseignements sur l'état d'esprit des populations. 2400 kilomètres séparaient la capitale de l'Empire de sa ville la plus occidentale. La légende rapporte que les chevaux de poste couvraient cette distance en une dizaine de jours. La route royale, qui s'étendait jusqu'à Suse, était jalonnée de relais tous les 30 kilomètres. Alexandre est impressionné par l'ampleur de ce réseau sans équivalent en Grèce. Poursuivant son rêve, il se dirige vers le sud-est. Il a un rendez-vous historique avec Darius qu'il va affronter en personne pour la première fois. L'empereur perse l'attend, avec, selon la chronique, une armée de 500 000 hommes. C'est à Issos. À l'issue des combats, Darius déserte le champ de bataille, laissant capturer sa femme, ses enfants et sa mère. Contre leur libération, le Perse propose la moitié de son empire. Alexandre refuse. Il veut tout. Il s'empare du trésor de campagne de son ennemi, de son arc, de son char et même de son manteau. Mais Darius ne s'estime pas vaincu. Il dispose encore de la quasi-intégralité d'un empire qui s'étend de l'Euphrate à l'Indus. Le verrou a sauté. La Phénicie et l'Égypte, alors sous domination perse, sont désormais à sa portée. Les 2 années qui suivent son entrée en Asie, Alexandre conquiert une 60aine de villes. Comme appelé par quelque chose de grand, il se prépare à un rendez-vous avec la civilisation égyptienne. Les pyramides ont plus de 3000 ans. À leurs pieds, il reçoit une formidable leçon politique en découvrant comment les Perses gouvernent les pays asservis. Il constate en effet que Darius, vénéré comme un pharaon,
autorise les Égyptiens à pratiquer leur religion et manifeste un profond respect pour leur langue et leur culture. Alexandre est également fasciné par la manière dont les Perses ont mis en valeur ces terres arides. Le Sahara entoure l'Égypte habitée. L'archéologue français Michel Wuttmann dirige les recherches dans les ruines de Haï Manawir. En fouillant des douves, il y a une dizaine d'années, il a mis à jour un procédé de captation et d'adduction d'eau datant de l'époque de la domination perse en Égypte. Sur le premier site exploré, il a ainsi dévoilé sur plusieurs kilomètres des puits verticaux régulièrement espacés d'une quinzaine de mètres. À leur base, il a découvert une galerie d'environ 60 cm de large, creusée dans la roche à 9 mètres de profondeur. Nous sommes dans une partie drainante de la Kanat, c'est-à-dire une partie où l'eau suinte du réservoir, qui est le grès, est rassemblée dans le fond de la galerie. Cette eau est collectée sur toute la longueur et s'achemine par la pente très faible du tunnel vers la sortie. Elles sont creusées à l'époque de la domination perse en Égypte. Ce sont à l'heure actuelle les seules dont on peut dater le creusement. Alors évidemment, franchir le pas pour dire que c'est une technique importée du monde iranien, cela paraît logique, cela paraît probable, mais évidemment, il manque un maillon pour établir définitivement ce fait. Ce procédé est encore utilisé aujourd'hui en Iran, dans la province désertique de Yazd, à 2400 km à l'est du site égyptien. Le haut des puits est parfaitement visible. Les sources souterraines s'écoulent le long de ces ganas. Le canal est conçu légèrement en pente, de façon à permettre à l'eau d'être distribuée le plus loin possible. Système hydraulique géant, les séries de puits relient les canaux souterrains depuis les montagnes jusqu'aux fermes établies dans la plaine. Après avoir parcouru 50 km sous terre, l'eau est demeurée fraîche, malgré la température de la région qui dépasse souvent les 45 degrés. Ce système assure un approvisionnement d'eau protégé de l'évaporation. Un Ghana peut irriguer jusqu'à 30 hectares de terres cultivables. L'eau du Ghana est plus précieuse que l'or. Je suis vraiment reconnaissant aux anciens qui ont conçu ce système. Ce système est sans doute un héritage du savoir-faire de l'Empire perse. C'est en tous les cas ce que pense Michel Wuttmann. Le temple de Haït Manawar a été découvert presque par hasard en 1993 par des balayages de surface sous des tas de céramique d'époque romaine. La fouille de ce temple a livré du mobilier. Parmi ce mobilier, des ostracas qui se sont révélés être des contrats qui portaient des dates
Et voilà qui nous transportait à l'époque de la première domination perse en Égypte, depuis le règne de Darius jusqu'à la fin de cette domination, voire même un peu au-delà. Il faut imaginer tout le bas de la colline, toute cette zone, il faut l'imaginer verte, verte de jardins, verte de champs, verte d'arbres, de palmiers, de sycomores, de perséas, tout type d'arbres mentionnés dans les textes qui nous sont parvenus. Un développement aussi rapide dans une région qui était vide nous fait supposer qu'il y a quelque part une planification et vraisemblablement du pouvoir central. Parmi les hypothèses que l'on peut retenir, c'est une mise en valeur pour, on pourrait dire, collecter des impôts, collecter des revenus, faire de ces oasis une région exportatrice vers le reste de l'Égypte ou de l'Empire, on n'en sait rien. Lorsqu'Alexandre arrive en Égypte, il se rend au sanctuaire d'Amon. Par respect, il y pénètre sans ses généraux. Les prêtres le reconnaissent fils de Dieu et lui prédisent qu'il sera le réconciliateur et le gouverneur de la terre. Désormais, il est pharaon. C'est du reste ainsi qu'il est représenté dans ce temple de Luxor, ville sacrée de l'Égypte antique. Tout comme son prédécesseur, dont il s'emploie à perpétuer la politique de tolérance, il a compris qu'il ne gouvernera l'Égypte qu'avec l'assentiment de son peuple. Sa conception de la royauté s'est transformée. Décidé à en finir une fois pour toutes avec Darius, il se lance à la poursuite de l'empereur perse qui a levé une armée immense, porteuse des derniers espoirs de l'Empire. Alexandre traverse la Phénicie, passe au nord de la Syrie. Il est de plus en plus résolu. Il franchit l'Euphrate et le Tigre le 20 septembre 331, une nuit d'éclipse pour camper à Gaugamela. Les deux souverains se préparent pour l'ultime bataille. L'armée de Darius campe dans la plaine de Gaugamela, en Irak. Selon la légende, elle rassemble 1 million de guerriers originaires de ce que sont aujourd'hui l'Inde, l'Asie centrale et le pourtour du golfe Persique. Pendant 10 jours, les adversaires s'observent. Au matin du 1er octobre, la bataille s'engage. Pour Darius, qui conduit lui-même ses troupes, l'enjeu est décisif. S'il perd, c'est un autre verrou qui saute sur la route de Babylone et de Persépolis, sa capitale. De son côté, Alexandre est déterminé à en finir une fois pour toutes. Il veut absolument capturer le roi des rois. À son commandement, l'avant-garde grecque attaque la cavalerie scythe. Elle réussit à neutraliser rapidement les chars à faux ennemis. Darius réplique en détachant des unités du centre pour soutenir l'aile attaquée, ce qui ouvre une brèche dangereuse dans son front. Simultanément, l'aile droite de sa cavalerie attaque le flanc des Macédoniens pour tenter de la déborder. Alexandre s'engouffre dans la brèche, le front perse se disloque. La violence de la charge est inouïe. Elle anéantit le centre de l'armée perse. Aucune résistance ne semble désormais en mesure d'endiguer la furia des troupes d'Alexandre. Darius réalise l'ampleur de la défaite.
Se sentant menacé, il se replie. Sa garde rapprochée se regroupe pour protéger sa retraite. Lorsque le gros de la troupe perse apprend la fuite de son roi, c'est la débandade. L'empire perse tout entier est à la portée du roi de Macédoine. Un monde va finir. Un autre va-t-il naître ? C'est vers les rives de l'Euphrate, là où est née la civilisation mésopotamienne, vers Babylone même, que le vainqueur de Darius porte désormais son regard. Elle est la première métropole orientale conquise par les Grecs. En apprenant la nouvelle, les peuples d'Orient sont frappés de stupeur. Alexandre remonte en triomphateur la voie sacrée qui conduit à la monumentale porte en céramique d'Ishtar. Il y est accueilli par un des généraux qu'il avait combattu et qui lui remet les clés du trésor royal. Les 47 000 phalangistes d'Alexandre sont sidérés par la beauté de Babylone. Les murailles de la ville sont recouvertes de frises cyclopéennes représentant un défilé de lions, de taureaux et de bêtes étranges. Ils parcourent, stupéfiés, ces jardins suspendus disposés en terrasse où une machine élévatrice assure la montée nécessaire à leur irrigation. Ils découvrent la tour carrée de Bel. Ces splendeurs qui s'offrent à leur regard dans une ville gorgée de beauté compte parmi les 7 merveilles du monde. On a retrouvé la déclaration adressée par Alexandre aux habitants de Babylone à l'instant de son entrée dans la ville. Car à Babylone, les événements importants étaient relatés sur des tablettes d'argile gravées en écriture cunéiforme. Déchiffrées par Christopher Walker, elles sont conservées au British Museum. Sur la tablette, on peut lire la déclaration d'Alexandre faite au peuple de Babylone avant qu'il n'entre dans la cité. « Je ne pénétrerai pas dans vos maisons ». On peut imaginer que là encore, il s'agit d'une sorte de propagande politique. Il existe une histoire bien plus ancienne relatant le siège de Babylone par le roi perse Saras à l'époque de Nabunados. Après être entré dans Babylone, il fit annoncer publiquement que tous les habitants de la ville devaient déposer leurs armes et après avoir fouillé les maisons, s'il s'y trouvait encore des armes, leurs occupants étaient mis à mort. La déclaration d'Alexandre a l'air de ressembler à une promesse aux Babyloniens par laquelle il s'engage à ne pas leur infliger le même traitement. Sa démarche vise à ce que les Babyloniens se rangent à ses côtés sans qu'il ait à mener une nouvelle bataille. Ayant été roi des Grecs, pour devenir roi des barbares, il se devait d'établir de bonnes relations avec eux. Il devait leur démontrer qu'il avait l'intention de respecter leur peuple, leurs coutumes et leur religion. Ça a été sa première tentative pour s'imposer comme un véritable dirigeant international. Servi par une rumeur qui colporte dans tout l'Orient son souci de tolérance et de respect des peuples conquis, c'est sans difficulté qu'il est accepté par les habitants de Babylone. Alors qu'il avait toujours nommé un gouverneur grec à la tête des nations qu'il avait conquises, à Babylone, il laisse en place le gouverneur perse, celui-là même qu'il avait accueilli. Il quitte Babylone pour gagner Suse, où il s'empare d'un trésor qui ne comprend pas moins de 1500 tonnes d'or. Reste Persépolis, cœur de l'Empire qu'il atteint en janvier 330. Il est ébloui lorsqu'il découvre le palais d'Apadana. L'édifice seul s'étend sur 300 mètres d'est en ouest et 430 du nord au sud. L'ensemble comprend 13 bâtiments. La trésorerie recèle plus de 3000 tonnes d'or. 20 000 mulets et 3000 chameaux seront mobilisés pour les enlever. Tout n'est qu'or, couleurs éclatantes, tentures de soie. Les chapiteaux des colonnes sont sculptés de taureaux, symbole divin.
Il gravit ses escaliers et se retrouve dans cette salle aux proportions démesurées, dont les somptueux plafonds de cèdre sont incrustés de pierres précieuses. Jusqu'à 10 000 hommes pouvaient s'y rassembler. Selon les témoins, c'est entouré de ses généraux qu'Alexandre pénètre dans le palais. Mais c'est seul qu'il se dirige vers le trône, symbole d'un pouvoir qui rassemblait tant de peuples. 4 ans seulement se sont écoulés depuis qu'il a entamé sa campagne de conquête. Il a 26 ans. Premier acte politique du nouveau souverain, il confère aux Perses les mêmes privilèges qu'aux Grecs. Ce geste de conciliation ne suffit pas à lui faire gagner la confiance de tous les Perses. Il fait alors montre de sa force et ordonne la destruction du palais d'Apadana. La raison officielle qui est donnée par les Grecs, c'est qu'Alexandre a voulu venger les destructions des temples grecs par Xerxès en 480, donc au cours des guerres médiques, mais certainement pas la seule raison. Ce que je crois aussi, c'est que, à la différence de Babylone, par exemple, ou de Suse, Alexandre n'a pas été accueilli d'une manière unanimement favorable en Perse. Il ne faut pas oublier qu'à cette date-là, Darius est toujours vivant. Il prépare une nouvelle armée au nord, à Ecbatane. Donc, Alexandre n'est pas débarrassé de l'Empire perse. L'Empire perse existe toujours, même s'il a été réduit de moitié. Et donc, en Perse même, il y a certainement eu des résistances. Et je pense que c'est en partie, en tout cas, pour faire cesser ces résistances, que Alexandre a voulu faire donner un signe, disant aux Perses, maintenant, c'est fini. La grandeur impériale, ce n'est plus le grand roi, c'est moi. Et donc, il en a détruit, non pas l'ensemble de Persépolis d'ailleurs, on a mis le feu à un palais, pas plus, hein, et on a laissé les soldats piller une partie du palais. Son intérêt était contradictoire. Il lui fallait à la fois apparaître comme le successeur des grands rois, donc établir ses liens avec les nobles iraniens et les nobles perses, mais il était dans une situation où ces nobles iraniens, certains d'entre eux, n'étaient pas favorables à la collaboration. Pour les persuader de collaborer, Alexandre joue à la fois de la crainte et de la séduction. L'Anabase rapporte qu'il commande un gigantesque banquet où sont invités aussi bien des Grecs que des Perses. Il y assiste, vêtu d'un costume perse, et dans une déclaration solennelle, il exprime son souhait de voir les deux peuples vivre en harmonie. Alexandre s'est trouvé dans une situation très simple, qu'avaient connu les grands rois perses lorsqu'ils ont conquis l'Empire. C'est d'établir des relations très étroites avec ceux qui dirigeaient l'Empire achéménide, c'est-à-dire la noblesse perse et iranienne, des vieilles familles, très liées entre elles, très liées à la royauté. Et il fallait absolument, Alexandre avait besoin, il a très peu d'hommes avec lui, qui ne connaissent pas le fonctionnement de l'Empire. Il a absolument besoin du ralliement et de la collaboration de la noblesse perse et iranienne. Et pour cela, il faut qu'il réussisse à la fois à être le roi des Macédoniens et le roi des Perses. Il n'a jamais pris de titre, mais peu importe. Celui qui était reconnu par les noblesses perses comme leur roi. Les usages de l'Empire voulaient que les vassaux se prosternent devant le roi de Perse. S'en inspirant, Alexandre invite Grecs et Perses à suivre cet exemple. Manière pour lui d'établir une forme d'égalité entre ses sujets,
de faire trouver naturelle la coexistence des cultures grecques et perses. Pour lui, l'équilibre est rétabli. Une ère nouvelle peut s'ouvrir entre l'Occident et l'Orient. Comme on l'a vu à Babylone, il laisse les satrapes perses en place. Éminemment politique, cette attitude recueille l'assentiment de la majorité des Perses. Toutefois, cette clémence à l'égard des vaincus n'est pas acceptée par tous ses officiers. Parmi eux, des voix s'élèvent qui lui reprochent de faire la part trop belle aux coutumes perses, y compris et surtout en les adoptant. Il n'en demeure pas moins déterminé. Un fossé commence à se creuser entre lui et ses hommes. Il quitte Persépolis pour aller se recueillir à Passagardès, sur le tombeau de Cyrus le Grand, comme pour un colloque secret avec le fondateur de cet empire perse qui avait hanté ses rêves. Puis il se lance à la poursuite de Darius, qui s'est enfui en compagnie du satrape de la Bactriane, Bessus, qui assassine l'empereur perse et s'enfuit vers l'est. Alexandre le rattrape et, geste fort, le fait exécuter pour régicide. La conquête n'est pas finie pour autant. Alors que ses troupes franchissent les montagnes escarpées de l'Hindokush, elles sont confrontées à une forte résistance. Dans ces régions où l'influence perse est moins présente, Alexandre et ses hommes rencontrent une violente opposition des nomades des steppes de l'Asie centrale. Il n'en sème pas moins derrière lui de nouvelles cités, parmi lesquelles Alexandrie d'Arakosi, c'est-à-dire Gandhar, et l'Alexandrie du Caucase, proche de Kaboul. Il traverse Samarcande, puis atteint Alexandria Ultima, la bien nommée. Il franchit la Bias, affluent de l'Indus, la partie la plus orientale de son immense périple. Sur l'autre rive commence le sous-continent indien, avec son climat tropical et la mousson, que les Grecs affrontent pour la première fois. C'est là que, selon l'Anabase, une immense armée indienne a pris discrètement position. Elle est commandée par le roi Porus, qu'Alexandre capture. « Comment veux-tu être traité ?» lui demande-t-il. « Royalement », répond Porus. « C'était mon intention », répond Alexandre, qui prend à cœur de s'en faire un ami. Nous sommes en juillet 326, 8 ans après le début de son expédition, 4 ans après la prise de Persépolis. Ses soldats sont là, ils aspirent à retourner chez eux. Alexandre tente de les persuader de ne pas renoncer. Il veut poursuivre son rêve jusqu'à ce grand océan oriental évoqué dans les récits légendaires des voyageurs revenus de Chine. Les officiers et les soldats campent sur leur position. Pour Alexandre, c'est le désenchantement. Contraint de renoncer, il fait demi-tour avec ses troupes. Rien ne saurait dire sa tristesse devant son rêve désormais inatteignable. Il meurt 3 ans plus tard, le 13 juin 323, d'une fièvre vraisemblablement contractée à Babylone. Il n'a pas encore 33 ans. Il n'a pas fait de testament, car on ne lègue pas les rêves. Aujourd'hui, celui qui a traversé le ciel de l'histoire comme un météore demeure partout présent en Orient. L'art de ce conteur iranien fait revivre le mythe de l'invincibilité du grand conquérant. Les sources des conteurs puisent à la fois dans une mémoire et une littérature universelle qui ont transcendé les époques et les cultures d'Orient et d'Occident. Le souvenir de cette épopée unique s'est transmis quasiment intact depuis 2 millénaires. Sur ce bas-relief, le sculpteur a représenté des Perses et des Grecs chassant ensemble, comme pour faire oublier qu'ils se sont longtemps affrontés.
Cette allégorie exprime la pérennité de la vision d'Alexandre. Ce cavalier surgit d'une petite cité grecque et poussé par un rêve trop grand pour son temps. Alexandre le Macédonien, lui, est représenté non pas sous les traits du conquérant qu'il fut, mais comme le successeur de Darius III et de la dynastie achéménide. Le monde grec qui, 10 ans plus tôt, s'arrêtait à Byzance, se prolongeait désormais jusqu'à la vallée de l'Indus. Avec le roi de Macédoine a surgi le rêve le plus grand de l'histoire, celui de la fusion, autrement que dans le fracas des armes, de l'Orient et de l'Occident. Ce rêve, d'étendre à tous la même loi, comme l'infinie lumière du ciel, s'est interrompu avec lui. D'autres le poursuivront. Les trésors enlevés au roi perse auront financé la création de grandes routes, accomplissant l'un des desseins d'Alexandre, mettre tous les vivants en communication les uns avec les autres. C'est ainsi que, traversant les étendues sans fin d'Eurasie, est apparue la route de la soie, qui reliera pendant 23 siècles la Chine à la Méditerranée. Tous les hommes rêvent, mais il semble parfois que ce soit l'histoire qui rêve à travers eux. Commencé dans la Grèce antique, le songe du petit roi visionnaire de Macédoine, réunir l'Orient et l'Occident, demeure inachevé.